Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un podcast spécial Actu WNBA. On est en plein dans les playoffs, on a les trophées, les récompenses aussi là qui sont en train de tomber petit à petit, donc on a pas mal de choses à débriefer et à aborder dans cet épisode. Pour m'accompagner, évidemment, notre local, on a déjà fait les previews du premier tour ensemble et on va enchaîner tous les deux. C'est Elliot, salut Elliot. Salut Chris, salut tout le monde. Et oui, effectivement, un premier tour qui nous a réservé quelques surprises, pas mal de matchs serrés et qui, je pense, les équipes vont nous régaler sur la suite de ces playoffs. Ouais, bah là on va rentrer dans du sérieux. On en avait parlé la semaine dernière quand on avait fait la preview générale du premier tour, mais on avait remis un petit peu les bases avec un premier tour en 3 matchs qui s'est achevé. Donc, alors pour nous c'était la nuit dernière. Là on attaque les demi-finales du coup avec le meilleur de 5 matchs. Donc on Mhm. commence à rentrer dans du plus sérieux et on aura les finales, mais qui auront lieu un petit peu plus tard au meilleur des 7 matchs. Mais là on va rester sur quand même les deux demi-finales. Alors ce qu'on vous propose, c'est de revenir un petit peu quand même sur ce qui s'est passé lors du premier tour pour chacune des équipes qui sont qualifiées. On parlera aussi des équipes un petit peu éliminées rapidement, on fera un petit topo, un petit débrief, et on pourra comme ça enchaîner derrière sur la preview de la demi-finale numéro 1 et de la demi-finale numéro 2. En général, il y a 2 demi-finales, Elliot, on est d'accord là-dessus. Souvent, c'est ça. Ouais, tout à fait. Souvent, c'est comme ça. Ouais, attends, tu sais, des fois, il y a des finales à 3, des finales à 4, tu sais, il y a toujours Ouais, des compétitions un peu cheloues parfois. Mais bon, en tout cas, non, en WNBA, elles font bien les choses. On salue Tom, tiens, qui n'a pas pu être dispo avec nous. Il a c'est séché dommage. quand il a. Mais oui, c'est bien dommage parce qu'on aurait bien voulu avoir sa réaction. Alors, vous ne l'auriez pas vu, mais nous, on aurait beaucoup voulu avoir sa tête en plus de ses mots concernant une certaine équipe qu'on va aborder voilà, dans quelques instants. Mais bon, il n'a pas pu être avec nous. On le salue évidemment et on salue toute la communauté aussi qui nous écoute autour de la WNBA qui fait du bon taf sur les réseaux. On va se lancer, Elliot, si tu veux. Avec plaisir. Bah, je te laisse. Bon, oh, tiens, bah non, on va commencer par l'équipe championne encore en titre, mais équipe déchue. Et on aura donc, c'est sûr, une nouvelle équipe championne en 2025 en WNBA, parce que le New York Liberty a perdu lors du match 3 contre le Phoenix Mercury, une grosse série. On en avait fait la preview, Elliott, où Mhm. c'était pour nous une des séries les plus hypantes, mais aussi les plus Ouais. compliquées à pronostiquer. Et on a eu donc cette série au meilleur des 3 matchs. Et la qualification donc, du Phoenix Mercury à domicile lors du dernier match était donc la nuit dernière pour nous. Qu'est-ce que tu en as un petit peu pensé, Elliot, de ce que tu as pu voir de cette série sur les 3 rencontres? Ouais, de toute façon, on avait dit que c'était la série 4-5, c'est souvent la série la plus accrochée. Et là, Ouais. d'autant plus avec ce New York qui était un faux cinquième, entre guillemets, championne en titre. Mais donc qui sont tombés face à une équipe de Phoenix qui a out-coaché. Nate Tibbetts a carrément out-coaché Sandy Brondello sur les 2 dernières rencontres, le match 2 et le match 3, surtout le match 2, mais aussi sur ce dernier match décisif qui donne la victoire à Phoenix. Et ça montre encore une fois comment c'est dur en WNBA de conserver son titre. Les Mhm. Aces ont fait un back-to-back les 2 saisons avant New York, mais c'est une ligue tellement compétitive que c'est très vite facile de se faire éliminer au premier tour quand on est champion en titre. Donc bravo à Phoenix. Et New York a malheureusement donc perdu son match à domicile, le match 2, Ouais. alors qu'elles avaient gagné le premier match à l'extérieur. Elles lançaient plutôt bien leur série. Et ensuite, Phoenix a remporté les 2 suivants, avec notamment donc ce fameux match au Barclays Center, 86-60. Un récital de basket de Phoenix qui a passé un 37-12 sur le deuxième quart-temps, avec une défense hyper agressive et des paniers faciles en contre-attaque. 20 points en contre-attaque contre seulement 2 pour New York sur le match 2. C'était vraiment la clé de ce match. Et ensuite, un match 3 qui a été, comme tous les autres matchs 3 de ces playoffs WNBA, hyper serrés. Et finalement, Phoenix, derrière Alyssa Thomas en triple-double. Mhm. Triple-double à 20 points. Le premier triple-double à 20 points dans l'histoire des playoffs. Elle qui en a désormais 5 en playoffs. Et tout le reste de la WNBA en a 2 cumulés. Ouais, ça, c'est fou, ça. C'est toujours assez intéressant les stats d'Alyssa Thomas
sur les triples-doubles, et un récital sur le match 2 et une bataille féroce sur le match 3, avec notamment la bataille du rebond gagnée par Phoenix. Au début de match, New York était un peu en dilettante. Ils ont fait pas mal de fautes aussi. Forcément, quand tu es un peu moins dans l'intensité, tu es un peu plus en retard. Et donc, forcément, tu commets des fautes. Et ça leur a porté un peu préjudice, notamment Jonquel Jones qui a été embêté par les fautes. Brianna Stewart aussi. Mais elle a quand même réalisé un match fantastique. 30 points sur un demi-genou, puisqu'elle s'était blessée lors du match 1. Elle a joué le match 2 où elle était vraiment transparente. Et même, elle était vraiment à côté de la plaque, quoi. On sentait qu'elle était très, très gênée par son genou. Sur le match 3, elle a repris du poil de la bête et elle nous sort les 14 derniers points et seuls points de son équipe dans le 4e quart-temps. Voilà, je vous laisse avec ça. Ouais, non, bah, on va pas refaire non plus tous les matchs, c'est vrai, mais là, le match 3, on vous invite vraiment, c'est le dernier qui a eu lieu là, dans ce premier tour, et il est vraiment extrêmement intéressant à suivre. Moi qui n'aime pas regarder les matchs une fois que j'ai le résultat, bah, je me suis quand même Mhm. efforcé de regarder ce match-là ce matin, tu vois, en replay. J'avais le résultat, je savais machin, le score et tout. J'avais pas toutes les perfs, je savais que Stewart a fait une très grosse perf. Mais voilà, et c'est vrai que c'était un vrai plaisir de voir ce match-là. Alors, un vrai plaisir, il y a quand même des choses qui m'ont beaucoup gêné, surtout du côté de New York. Mais alors, juste pour rappeler, comme le match 1 remporté à Phoenix par New York, c'est remporté en prolongation. Donc déjà, Ouais, ça tout à mettait fait. le ton, 76-69. Et donc après, comme tu l'as dit, cette belle dérouillée du côté du Barclays Center. Et ouais, ce match 3-là, où je te rejoins complètement quand tu parles de côté dilettante, euh, j'ai trouvé le langage corporel, l'attitude générale de New York en début de match assez étonnant, ou en tout cas, alors, Brianna Stewart, elle, a mis le paquet tout de suite, et pendant tout le match, elle a été là, et tu l'as dit, les 14 derniers points du dernier carton, heureusement qu'elle était là, parce que sinon ça aurait été très compliqué pour New York, mais Ouais. elle a donné le ton, en tout cas de mon point de vue. Je trouvais que le reste de l'équipe, c'était quand même assez particulier, et on avait l'effet miroir, en fait, avec cette équipe de Phoenix qui jouait à la maison, et qui était tout de suite, elles rentraient dedans, elles étaient tu parlais de la bataille du rebond, elles étaient tout le temps là. Il y a une stat qui est passée pendant le match sur les rebonds offensifs récupérés par cette équipe de Phoenix. C'était, je crois que, ouais, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était énorme le différentiel entre les rebonds offensifs du côté de Phoenix et du côté de New York. Euh, une joueuse que j'ai beau. Alors, il y a trois joueuses que j'ai appréciées dans ce match du côté de Phoenix. Alors, bon, Alyssa Thomas, ça c'est pas nouveau, vous me direz. Satou Sabali qui a fait un énorme match sur une énorme performance. Alors, je vais reprendre ses stats. Elle est à 23 points, 12 rebonds. J'ai beaucoup aimé Mm. son impact aussi en première mi-temps, en premier quart-temps, où, alors, elle a une certaine maladresse à 3 points, mais elle a quand même mis des paniers importants. Voilà, elle a mis des shoots qui comptaient. Et il y a une autre joueuse, alors on n'en parle pas beaucoup. Moi, c'est vrai que c'est pas la joueuse que je suis le plus, mais j'ai trouvé son impact intéressant dans ce match-là. C'est Whitcomb Ouais. qui a planté deux gros 3 points. Alors, elle termine Ouais, ouais, je crois, à 2 sur 6 à 3 points ou un truc comme ça. c'est Mais les ça. deux 3 points qu'elle a plantés, je les ai trouvés extrêmement importants. Il y a des paniers parfois qui sont plus impactants que d'autres dans un match, tu vois, Ouais, selon le ouais, tout à fait. momentum, le moment. Et je les ai trouvés vraiment très forts sur ce coup-là. Et après, évidemment, cette équipe de Phoenix qui a vraiment montré de très belles choses et qui va être une équipe très dangereuse pour l'adversaire dont on parlera tout à l'heure. Mais juste pour finir sur New York, moi j'ai vraiment trouvé en fait l'attitude générale assez moyenne. T'avais pas Ouais. l'impression qu'elles avaient la dalle, t'avais pas l'impression que en fait elles comprenaient qu'elles étaient Ouais, en il n'y a pas match d'urgence. titré, ouais, qu'il n'y ait pas d'urgence et que bon bah alors au talent on va y réussir. Et tu vois moi ce qui m'a marqué c'est Sabrina Ionescu. Alors encore une fois dommage que Tom soit pas là, on aurait pu en parler, on aurait certainement pas été d'accord. Elle a eu un coup de chaud en deuxième quart-temps où elle a planté beaucoup de points, elle nous a mis des Mhm. tirs à 3 points, Ouais, mais je crois qu'elle au en a talent. 12 dans le deuxième quart. C'est ça. Elle a mis des 3 points au talent. Et en fait, tu avais l'impression que cette équipe du Liberty, elle se disait, bon, bah voilà, comme on a le talent intrinsèque des joueuses, on va réussir tôt ou tard. Mais en fait, non, parce que quand tu es à l'extérieur, que tu es mené, que tu as une équipe en face avec un vrai collectif et des joueuses stars et qui est dans une bonne dynamique, et ben ça marche pas tout le temps comme ça, en fait, et c'est pas le talent qui l'emporte. Et moi, je suis très content pour cette équipe du Mercury qui propose des belles choses. Et voilà, j'ai trouvé l'attitude générale de New York pas dedans par rapport à l'importance du match. Ouais, et tu en parlais, Sabrina Ionescu qui finit quand même à 21% à 3 points sur la série, avec 10 tentatives en moyenne. Donc Ouais, ouais. c'est absolument catastrophique. Elle fait 3 sur 12
au premier match, 1 sur 8 au deuxième et 3 sur 12 au troisième. Ouais, on en avait parlé, Elliot, quand on avait fait la preview aussi. Je sais que d'autres camarades de la communauté francophone en avaient parlé aussi lors de leur preview. L'impact de Jonquel Jones aussi allait avoir un impact énorme en fait sur l'issue de la série. Bah, quand on reprend ses stats, elle fait 3 points, elle fait 7 points et elle fait 7 points. Tu vois? Et oui, Donc, et surtout, elle a, pour une elle a pas ancienne. beaucoup de ballons. C'est ça le Non, problème. mais C'est pas c'est ça. forcément Moi, qu'elle il est y a un moment, maladroite. il y a un truc qui m'a marqué. Alors, je sais plus exactement, mais je crois que c'est au début du quatrième carton dans ce match-là. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était en fin de match où elle a un de ses seuls paniers qu'elle marque. C'est un panier où elle est vraiment dos au panier, tu sais, et elle va enfoncer son adversaire et elle va marquer un panier facile, tu vois. Alors qu'il y Mhm. a des moments dans le match où tu la vois, elle est dans le corner, elle va tenter des 3 points dans le corner qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être dans un match comme ça, tu vois. Dans ces moments-là où en plus tu es mené. Et en Ouais, fait, 0 sur 5 à 3 points sur le match 3. ouais, c'est ça. Et en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, il y a eu un out-coaching et ils n'ont pas trouvé de solution du côté de New York, mais j'ai l'impression qu'elles ont oublié en fait l'essentiel, c'est-à-dire bah, tu joues à l'intérieur, tu as une joueuse qui est une ancienne MVP de la ligue, c'est pas n'importe qui, tu vois, MVP des et bah, tu finales l'an joues passé. avec elle, surtout qu'en face, alors à l'intérieur du côté de Phoenix, c'est pas non plus, il y a des joueuses intéressants, mais Jonquel Jones, normalement, devait dominer ce secteur-là. Et en fait, Ouais, comme elle a eu très peu de ballons, comme tu l'as bien dit, Elliot, bah, elle n'a pas pu impacter comme il aurait fallu que ça se fasse du côté de New York. C'est comme ça, c'est ainsi, bravo à Phoenix. Et le collectif l'a emporté sur le talent, j'ai envie de dire. c'est ça. Le Nike Betts a parfaitement exploité toute la capacité de ses joueuses et aligné les bons 5 au bon moment. Ouais. Je ne sais pas enfin, pas vraiment le cas de New York, mais tu parlais de Sammy Whitcomb, même d'Ewana Bonner, ce deux joueuses hyper expérimentées qui ont fini le match, qui ont été Mm. sur le parquet en fin de match et qui ont apporté justement ouais, toute leur expérience et leur capacité à planter des gros tirs au bon moment, de façon justement être clutch, quoi. C'est ça. Alors, juste pour terminer sur cette série-là, promis, après on enchaîne. Juste, alors, parce que je crois pas l'avoir vu sur le terrain hier. Marine Johannes, elle n'a pas joué, on est d'accord? Non, Marine n'a pas Elle a joué pas du joué. premier match. Elle a joué le garbage time du deuxième, C'est 10 ça. minutes, et n'a pas joué sur le troisième non plus. Bon, voilà, on vous laissera vos conclusions là-dessus. Avec un Euh, 1 sur 17 pour New York à 3 points en deuxième période. ouais, elles en ont raté 14 de suite, je crois. C'était, Horrible. il n'y avait aucune construction offensive. C'était, allez, vas-y, c'est moi. Il y avait un côté un peu bah, talent ou hero ball, tu vois, qui n'a Ouais, pas Hero fonctionné. de ouf. C'est comme ça. On passe sur la deuxième série, si tu veux, Elliot, comme ça on enchaîne. Tout à fait. Ça va aller plus vite, même s'il y a des choses à dire évidemment. Entre les Valkyries de Golden State qui découvraient donc les playoffs et qui découvraient la WNBA de cette saison, contre le Lynx de Minnesota, 2-0 pour Minnesota. Alors, résultat logique, on avait tous les deux donné ce score-là, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. Elliot, la semaine dernière, avec un premier match où il y a eu un éclat énorme. C'était le premier match qui était le week-end dernier, je crois, ou le premier ou le Ouais. deuxième match Premier qui avait match de lieu tous les assez. playoffs. Ouais. C'est ça, qui avait lieu assez tôt. Et en fait, il y a eu un premier carton un peu serré. Et après, ça a complètement explosé. Ouais. Par contre, dans le deuxième match, est-ce que le Lynx s'est fait un petit peu peur alors, je ne sais pas trop comment toi, tu as pu percevoir ça dans ce match-là. On rappelle, à l'entame du quatrième carton du match 2, il y avait 49-63 en faveur des Valkyries. Et le Mhm. score final est de 75-74 pour Minnesota. Donc, il y a un énorme delta sur le quatrième carton. Qu'est-ce que tu en as un petit peu pensé de cette série-là? La logique est respectée du côté de Minnesota? Ouais, tout à fait. Après, j'ai bien aimé le match 2 des Valkyries qui, Mm. donc, faut le rappeler, jouait à San José, toujours dans la baie de San Francisco, mais pas dans leur salle habituelle, Ouais. parce que leur salle habituelle est occupée par la Laver Cup de tennis. Et les joueuses en ont parlé après la rencontre. Il y avait toujours la même ambiance, ce Valhalla qu'ils appellent, qui est Mhm. vraiment donc tout le monde aux couleurs des Valkyries et qui fait un bruit monstrueux. Et elles se sont très bien battues. C'est pas tombé de leur côté. Cecilia Zendalassini a le dernier tir pour remporter la rencontre. Un tir amené dans un bon système, un bon démarquage. La passe de remise en jeu d'Iliana Rupert est parfaite. Et le tir est bon aussi, elle est droite. Ça, un petit peu trop long, ça tombe pas dedans. Mais les Valkyries ont fait déjà belle figure contre Minnesota, qui était attendu comme la grande force, enfin, qui est la grande force de ces playoffs. Ouais. Et donc, si elles avaient pu décrocher
un petit match 3, ça aurait été vraiment du bonus, mais elles se sont déjà très bien battues et ça pose les fondations pour la suite, pour l'objectif qui a été annoncé de remporter un titre dans les 5 prochaines saisons. Yes. Donc, c'est ce qu'on avait dit dans la preview, hein, Elliot, c'est qu'il n'y avait que du bonus pour cette équipe des Valkyries. Voilà. Pour une première saison inaugurale en WNBA, d'arriver, de passer déjà les playoffs, le cut des playoffs. Là, tu affrontes la meilleure équipe de la saison régulière. Sachant qu'en plus, comme on l'avait dit, ça s'est joué au dernier match, ce ranking d'être 8e. Ouais. Parce que normalement, elles devaient être placées plus haut. Elles ont perdu leur dernier match de saison régulière contre Minnesota. C'est ça. Et donc, du coup, elles ont descendu 8e. Donc là, c'est vrai que tu affrontes le Cador. On en parlera tout à l'heure. On verra si ce sera toujours le cas pour les demi-finales. Mais en tout cas, tu affrontes l'équipe qui a le meilleur bilan, qui a peut-être la meilleure structure, on va dire, comment dire ça, qui a le plus cruisé, on va dire, si je peux me permettre, dans la saison régulière. Donc, bon, la marche était trop haute. Ça s'est joué à pas grand-chose sur ce deuxième match, alors j'allais dire à la maison, mais en tout cas de leur côté. C'est que du bonus et on les attend l'année prochaine pour confirmer. C'est toujours ça qui est compliqué, hein, c'est la saison 2, la saison de la confirmation, mais en tout cas, voilà, que des bonnes choses pour cette franchise-là. Et on attend de voir maintenant Minnesota qui va enchaîner face à un adversaire un petit peu plus compliqué que cette équipe de Phoenix. Et si tu veux, on va faire rapidement là. Alors la preview, c'est un grand mot, mais on va en parler un petit peu rapidement, cette première demi-finale, si tu veux, Elliot, entre donc cette équipe de Phoenix et cette équipe de Minnesota. Nous, on n'attendait pas nécessairement cette match-up-là, on attendait plutôt New York contre Minnesota, ce sera Phoenix. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette série à venir en 5 matchs, on rappelle, au meilleur des 5 matchs? Ouais, c'est ça. Déjà, on aurait aimé avoir certaines séries du premier tour au meilleur des 5 matchs. Ça aurait été cool. Voilà, et là, c'est bien que ça passe à l'échelon supérieur. Moi, j'ai toujours aimé les matchs Minnesota-Phoenix. Même l'année dernière, je m'en souviens de Kahleah Copper qui avait donné la victoire à Phoenix sur un match contre Minnesota. C'est pas vraiment un derby, mais il y a, je trouve, un peu d'électricité entre ces deux équipes. Satou Sabali disait que elles ont joué Minnesota cette saison, mais jamais en ayant la pleine capacité de leur effectif, parce qu'il y a eu des blessures, notamment Kahleah Copper, Alyssa Thomas, et qu'elles aimaient bien cette match-up. Nate Tibbetts aussi disait ça. Donc, moi, je trouve que ça va être une bonne série. Je vois, si on doit déjà donner des pronostics. Attends. Ah, ok. Après, mais non, tu t'emballes. On discute un petit peu. Non, mais si je donne mon avis, il y a un groupe qui est vraiment complètement ensemble, coordonné, qui sait parfaitement ce qu'il faut faire. Et tu as Phoenix qui est dans l'année 1 aussi de ce groupe. À chaque fois qu'elles font quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. C'est ce que Nate Tibbetts disait après la rencontre. C'est la première fois que ce groupe allait en playoff avec ce Big Three complètement, formé à l'intersaison et un peu formé de toutes pièces, puisque Satou Sabali arrive de Dallas, Alyssa Thomas de Connecticut. Il y avait seulement Kahleah Copper qui était déjà là la saison passée. Donc, à mon avis, il va y avoir une petite différence d'automatisme, même si comment on dit, l'alchimie entre toutes les joueuses de Phoenix marche bien. Ouais, ça va être un match-up intéressant. Ouais, non, match-up extrêmement intéressant avec des stars à tous les étages. Ouais. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission, des joueuses qui auront appris le résultat du vote du MVP avant le début de la série, donc ça peut aussi avoir un impact, on verra bien ou pas, hein. Mais on a un duel, il y a toujours des duels, ça qui est intéressant dans ces match-up-là, quand on arrive à ce haut niveau d'intensité et de saison, ce duel entre Napheesa Collier et Alyssa Thomas. Alors juste les stats des deux joueuses là, à l'issue de ce premier tour, elles font partie des 4 meilleures joueuses en termes de stats avec Edgy Wilson et Jackie Young. On en parlera tout à l'heure de ces deux joueuses-là. Alyssa Thomas, c'est 16,3 points de moyenne, un petit peu moins de 9 rebonds, on va pas faire les moyennes exactes, un peu moins de 9 passes, un tout petit peu plus d'une interception. Et Napheesa Collier, c'est 22 points, 6 rebonds et demi, 3 passes, 63% au tir. T'en parlais tout à l'heure, Alyssa Thomas, c'est... En fait, il y a Russell Westbrook qui est monsieur triple-double. On peut dire qu'Alyssa Thomas, c'est un peu madame triple-double, que ce soit en saison régulière. On est presque habitué à ses performances alors que ça sort de l'ordinaire.
Ouais, non, mais c'est ça. Tu parlais des stats en play-off ou aller devant tout le monde, mais en saison régulière, je sais plus, C'est c'était pareil. combien? 39, je crois, ou 40, ou un truc comme ça. Je crois que c'est 39, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, je te laisse vérifier, mais je Je vais sais que c'est regarder un ça. chiffre comme ça. Et le reste de la ligue, à côté, il y a pas pas grand-chose. Sans faire offense au reste de la ligue, évidemment, mais bon, bref. Gros duel entre ces deux joueuses-là qui concourent pour le titre de MVP cette saison, mais pas que, qui ont des objectifs donc individuels, mais surtout collectifs. Moi, ce que je vais vraiment regarder, c'est comment en fait cette équipe du Lynx va limiter au maximum Alyssa Thomas, sachant que du côté de Phoenix, il va falloir espérer compter sur les autres joueuses autour. On en parlait tout à l'heure, moi je parlais de Satou Sabali qui nous a fait un énorme match au match 3, il y a Kalea Cooper aussi. Moi je pense que c'est des joueuses qui peuvent continuer à maintenir ce rythme-là, ce niveau de jeu-là, montrer de belles performances. Alors peut-être pas comme Satou Sabali tous les soirs, 23 points, 12 rebonds, il faut aussi être mesuré, mais qui peuvent avoir un impact. Et en fait, pour Minnesota, la match-up contre New York aurait peut-être été un peu plus aisée, on va dire. Là, Bah, vu la saison de New York, effectivement, ouais. exactement. Parce qu'il y avait ce côté un petit peu, on vit et on meurt par le talent. Alors que là, moi, en fait, cette équipe de Phoenix, vraiment impressionnante aussi, elle a montré de très belles choses en saison régulière, mais là, dans ce premier tour, moi, j'ai vraiment aimé. Ce dernier match à domicile, il m'a vraiment marqué. Leur rage, leur motivation, tu les voyais à la fin du match. Alors, c'est normal, elles venaient de se qualifier, donc elles étaient toutes réunies ensemble. Tu voyais qu'il y avait une vraie énergie positive et une vraie envie de continuer et de se dire, bah voilà, ok, là, on a éliminé le champion en titre. Bah maintenant, qui on a en face? On a la meilleure équipe de la ligue avec peut-être la meilleure joueuse de la ligue, tu vois, d'après beaucoup de médias, dont nous, en tout cas dont moi. Et bah, c'est encore un objectif pour cette équipe-là, comme tu dis, qui est en année de construction, en première saison d'un nouveau projet. Et je pense que ça peut être vraiment très très serré et nous proposer des matchs avec des dramaturgies différentes. Je suis très très hypé, très curieux de voir ça. Ça démarre ce dimanche là en plus. Ouais, ouais, ça va être à 23h dimanche, Ok. le premier match. Donc Alyssa Thomas est à 19 triple-double Ah, c'est en 19. Bon, je me suis emballé. Excusez-moi, 19, pardon. et ouais, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, aussi, petit shout-out à Monique Akua-Makani, franco-camerounaise, qui est donc avec Phoenix dans le roster cette saison, qui est titulaire et qui a réalisé un très gros match défensif hier sur Sabrina Ionescu, qui l'a, même sur tout le long de la série, qui l'a vraiment limité dans le système, bien sûr, de Native Bates, enfin, avec des joueuses en aide, etc. Mais Monique a fait une grosse partie du travail sur Sabrina. Et voilà. Yes. Bon, en tout cas, alors, si tu veux, tiens, on peut donner un petit peu notre pronostic sur ce match. Tu vois, on n'a même pas parlé du côté de Minnesota, donc on parle beaucoup de Nafisa Collier, mais tu as une joueuse comme Alana Smith qui est Cody Poy, on en parlera tout à l'heure, tiens, Ouais. qui peut aussi avoir son impact pour limiter les joueuses de Phoenix de l'autre côté du terrain. Bon, il y a plein de choses intéressantes, mais voilà, on va essayer de balayer ça rapidement. On est tous les deux d'accord, Elliot, que ça va être plutôt serré comme série. Est-ce qu'on est tous les deux d'accord qu'on part sur un 3-2? Moi, je dirais 3-1 Minnesota. Ah, ok, 3-1 Minnesota. Hmm. Franchement, moi, l'équipe. Alors, tu sais hein, Nafisa Collier, à quel point je la porte très haut dans mon estime. Mais tu vois, je vois l'upset. Je Ah! vois le. Ouais, ben ouais. Mais non, mais je te jure, cette équipe-là m'a vraiment impressionné, là, cette équipe de Phoenix. J'ai vraiment. Ah ouais, Alors après, carrément. ouais, vous pourrez me dire oui, c'est qu'un match ou c'est qu'une série, machin, New York en face. Et je l'ai dit, hein, il y a des choses qui m'ont vraiment marqué des plus du côté du Liberty. Mais au-delà de New York, c'est vraiment ce qu'a montré Phoenix. Moi, tu vois, moi, je partirais sur un 3-2 Phoenix. Et ça m'embête, hein, pardon, j'allais être vulgaire, mais je pense vraiment, en fait, Ah, j'aime bien le prix de la prise de risque. il y a vraiment plein d'armes différentes. Tu vois, tu peux avoir un énorme match, tu peux avoir une très grosse série d'Alyssa Thomas, mais tu peux avoir à côté un match, tu vois, je reprends Satou Sabali qui a sorti une grosse perf, elle peut ressortir la même chose, ça peut être Kalea Cooper, tu as plein d'autres joueuses comme ça qui peuvent sortir et avoir un impact sur des moments clés. Et après, tu J'ai peux peur aussi que, avoir les Sabali et Cooper à 1 sur 20 à 3 points en cumulé. tout à fait. Alors, juste petite stat que j'ai vue tout à l'heure en fouillant un petit peu, c'est les deux meilleures équipes en saison régulière encore en lice dans les playoffs en pourcentage à 3 points.
Donc, Mhm. il y a de fortes chances que ça envoie du parking. Alors, on espère que ça arrosera pas trop, mais en tout cas, ça peut dégainer rapidement. Bien sûr. Non, moi, ouais, franchement, allez, je pars sur l'upset et je prends. Franchement, ça m'embête, hein. Mais je vois Phoenix continuer sur sa belle série. On a éliminé le champion en titre, donc on va éliminer l'équipe numéro 1 de la saison régulière. Phoenix 3-2. Ça serait hyper intéressant. Ça leur Oui, ouvrirait des portes derrière. c'est ça. Donc, si elle gagne, bah, je pourrais être content parce que du coup, j'avais bon pronostic. Si elle perd, je serais Ah quand même ouais, content parce d'accord. que Nafisa Collier est en finale. Ok, je comprends la stratégie. Tu vas réfléchir un petit peu. Bon, on verra. En tout cas, on n'est déjà pas d'accord sur cette première série, donc c'est plutôt cool. Mais on est d'accord sur le fait que ce sera une série qui aille plutôt loin. Toi, tu as dit en 4, moi j'ai dit en 5. On va enchaîner, si tu veux, sur la deuxième partie du tableau. On va revenir peut-être un petit peu plus rapidement que sur les deux premiers matchs là autour Yes. du premier tour. Indiana-Atlanta, le Fever contre le Dream. Alors, on en avait parlé tous les deux. On avait mis la qualification d'Atlanta. On n'était pas non plus serein de ouf. Toi, tu avais donné un match pour Indiana. Et en fait, bah, le Fever a fait mieux que ça, Elliot. Alors, tu pourras nous parler, tu as vu, toi, le match 2, tu étais sur place du côté d'Indianapolis. Le Fever, malgré toutes les absentes, qui se sont qualifiées au départ du Dream d'Atlanta. Ouais, tout à fait. Un match de incroyable, honnêtement. Donc j'étais dans le Gainbridge Fieldhouse. C'est la salle fait un boucan dingue et il y a Mhm. cette fameuse action avec 6 points en 5 secondes à la fin du troisième quart qui donne 15 points d'avance à Indiana. Et donc sur ce 3 points de Lexi Hull, la salle explose complet. Et donc on avait Tyrese Haliburton qui était là, qui a donné de la voix, qui a pris le micro du speaker pour encourager le public, etc. Et après, la série est donc repartie à 1-1 en Géorgie. Et là, Ouais. un match, c'est pareil, un match 3 hyper serré qui s'est terminé sur un panier dans la raquette d'Alia Boston à 7 secondes de la fin pour reprendre dans la tête. Après, Indiana n'avait pas mené pendant, je crois, depuis 32-30 et reprennent la tête sur cette dernière possession. Et derrière, elles défendent très très bien. Lexi Hull fait une interception extrêmement clutch sur la dernière possession d'Atlanta qui a eu du mal à scorer sur les 2 dernières minutes et qui laisse filer cette qualification en demi-finale alors qu'elles étaient 3e meilleur bilan de la saison régulière. Donc un choke, entre guillemets, Ouais, bah oui. forcé par cette équipe d'Indiana qui se bat sur tous les ballons, qui est vraiment dans une énergie dingue. Stephanie White sur le banc aussi apporte beaucoup, beaucoup d'énergie. Et Mm. elles ont gagné par le hustle. Yes. Et Stephanie White qui a eu les éloges de ces joueuses-là, Mhm, Kelsey Mitchell et Natasha Howard, qui ont eu tout à des fait. mots très forts à son égard. Ça même, je crois Elle était qu'elle a presque eu une en petite. larmes. C'est Ouais. ça, j'allais te dire, il y a une petite larme qui a coulé du côté de la coach du Fever, mais ouais, c'est. En fait, on avait vraiment eu ce bémol, nous, pas, quand on a fait la preview la semaine dernière par rapport aux absents, aux absentes même plutôt. Du côté d'Indiana, on se disait, bon, ça risque peut-être d'être un petit peu short, mais finalement, en fait, elles continuent à donner tout ce qu'elles ont à donner, elles doutent pas. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, tu vois. Ouais. Et que bon, bah, ok, on n'a pas notre joueuse star, on n'a pas d'autres joueuses qui sont importantes dans l'effectif, mais on a quand même du potentiel et on peut aller vaincre la troisième meilleure équipe de saison régulière, qui a un beau collectif, mais qui est un petit peu limité. Kelsey Mitchell, on peut en parler rapidement quand même aussi en termes de chiffres. Elle qui nous fait, bah, alors, 3 bons matchs, mais 2 en particulier, les 2 de la victoire, les deux de la qualification pour Indiana, avec 27 points, 19 et 24 points. À chaque fois meilleure marqueuse, si je ne m'abuse, du côté de son équipe. Elle va Mm. avoir un vrai impact, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième demi-finale, pardon. Mhm. Mais voilà, c'est vrai que cette équipe d'Indiana est impressionnante, surprenante, mais en Mhm. fait, elle continue son petit bonhomme de chemin et c'est plutôt cool pour la construction de cette équipe aussi, pour montrer aussi que bah, même si la superstar est pas là, on peut montrer, tu vois, on n'est pas totalement, j'allais pas dire Dépendant. soumis, mais tu vois qu'en gros dépendant, voilà, on n'est pas totalement dépendant de notre phénomène Clark et c'est cool. Donc c'est une très bonne chose pour l'expérience et pour l'histoire, on va dire, court moyen terme de cette équipe du Fever en tout cas. Et puis ça peut même attirer des joueuses pour Mm. la saison prochaine.
des joueuses free agent qui voudraient rejoindre ce projet en se disant que ça pourrait aller très très loin si Indiana arrive à conserver son noyau en ajoutant quelques pièces, en récupérant Clark. Ouais. Et aussi, d'ailleurs, je voulais juste mentionner, Indiana avait donc 5 joueuses out pour la saison, pour la fin de saison, et avait aussi Damiris Dantas, une 6e joueuse absente pour un protocole commotion, qui n'a joué aucun des matchs de cette série. On sait qu'en plus, il y a eu une grosse bataille à l'intérieur. Donc, Aliyah Boston a supporté tous les assauts du Dream, toute seule, quasiment, mais aussi avec l'apport de Michaela Thompson et Brianna Turner, qui, par exemple, n'ont pas du tout joué au début de saison et qui, là, se retrouvent à jouer un rôle hyper important. Et elles ont toujours été prêtes au moment où il fallait pour répondre dans l'intensité et dans le combat. Et c'est ce que Stephanie White a apprécié sur ce groupe. Et c'est bien normal. La dernière série de ce premier tour, ça opposait le Storm de Seattle aux Aces de Las Vegas. Victoire des Aces, qualification de l'équipe d'A.J. Wilson, 2 victoires à 1. Tu avais le bon pronostic. Qui avait le bon pronostic? Toi. Ah, bon, bah très bien. Tu vois, j'avais déjà oublié, mais toi, t'avais donné quoi, toi? J'avais donné 2-0, il y a eu 2. Bon, ok. En tout cas, ce qui était sûr, ce qu'on aurait pu pronostiquer, mais on l'a pas fait parce que c'est trop facile, c'est qu'A.J. Wilson a vraiment été taille patronne sur cette série. Alors en particulier son dernier match là, pour la qualification où elle fait 38 points en 32 minutes, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais elle égale globalement, son record de points en playoff. C'est ça. Mais globalement, une A.J. Wilson, voilà, la joueuse au talent énorme qu'on connaît depuis quelques années et qui, quand elle le décide, marche sur tout le monde. Tu vois. C'est vraiment le terme domination, c'est vraiment ça. Elle a tenté, enfin, elle a un peu écrasé la peinture du Storm sur chaque possession, notamment notre pauvre Dominique Malonga, qui a été victime de la puissance physique d'A.J. Wilson et des coups de sifflet aussi, ça faut le dire, assez généreux en faveur d'A.J. Wilson. T'as une superstar t'as une superstar, une rookie en face, t'es en playoff. Bon, on va pas dire que voilà, mais voilà. Donc Dom a pris un peu cher sur le dernier match, malgré le fait que c'est elle, Dom, Unique Malonga, qui a donné la victoire à Seattle sur le match 2, sur ce game winner où elle fait un coast-to-coast. Elle est servie dans la peinture et elle fait un N1 pour donner la victoire à Seattle. Jackie Young aussi, on t'en a parlé tout à l'heure. Tu pourras nous donner ses stats, mais qui a eu un impact assez énorme. Et ce fameux dernier panier sur un rebond offensif où elle récupère le ballon et remet dedans très rapidement et qui donne la victoire à Las Vegas sur ce dernier match, ce match 3. Encore une fois, qui se joue à moins d'une possession. C'est ça. Jackie Young, les stats sur le premier tour, c'est 19 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, pardon. Voilà, c'est des chiffres ronds. 19, 4, 4, 3. Parfois un peu dans l'ombre, mais elle est tellement importante pour ce collectif et pour cette équipe de Vegas que c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est vraiment un noyau essentiel dans le rouage, on va dire, de l'équipe. Et Jay Wilson, rapidement, les chiffres pour vous montrer, même si vous connaissez, si vous nous écoutez, l'impact de cette joueuse, mais c'est 29,3 points sur le premier tour, 8,7 rebonds, un petit peu plus de 3 passes, un tout petit peu plus de 2 interceptions et 2 blocs. Voilà. Bon, voilà, les choses sont dites et voilà, on la connaît et on sait qu'elle va aussi nous montrer des bonnes grosses choses là sur cette demi-finale contre donc Indiana. Las Vegas, Indiana, encore une fois, c'était pas l'affiche que nous on avait pronostiquée la semaine dernière. Donc ne nous écoutez pas dans les pronostics d'aujourd'hui parce qu'on n'aura pas bon dans 2 semaines. donc, après, si on donne chacun un pronostic, techniquement, on sera bon. Oui, voilà. Prenez, mais alors ne prenez pas le score plus la qualification, parce que en plus là maintenant on est sur 5 matchs, donc statistiquement on a plus de chances de se rater que sur 3. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Las Vegas, Indiana, alors il y a eu 2-1 pour Indiana en saison régulière, mais les 3 matchs, alors c'est de la saison régulière de 1, maintenant on est en demi-finale, et de 2, les 3 matchs avaient eu lieu avant l'énorme série, on en avait parlé la semaine dernière, de 17 rencontres, de 17 succès de suite du côté des Aces. Donc bon, on ne va pas nécessairement prendre d'impact sur les 3 matchs. Indiana n'avait pas du tout le même effectif non plus. Ouais, voilà, donc
C'était juste pour donner les chiffres, mais tu Bien as sûr. raison, c'est vrai que c'est à ce niveau-là maintenant de la compétition, limite, on ne devrait même pas en parler. Alors, par contre, chiffre intéressant, et après je te laisse la main sur ce que tu penses un petit peu de cette série-là, Elliot. Je regardais un petit peu, et donc, avant les succès d'Indianapolis cette saison, là, en saison régulière, Las Vegas avait gagné les 16 précédentes rencontres Oui. contre Indiana, et c'était le deuxième plus longue invincibilité dans l'histoire de la WNBA. Donc les Aces aiment bien jouer Indiana et aiment bien les battre. Et il y a un côté un peu bête noire peut-être pour le Fever. Alors, ça reste que des stats, c'est des époques différentes, des joueuses différentes, machin, tout ce que vous voulez. En tout cas, le chiffre est là, c'est factuel. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, Elliot, de cette série qu'on n'attendait pas nécessairement en demi-finale entre Las Vegas et Indiana? Ouais, le seed 2 contre le seed 6 du coup. Ouais. Ça paraît déséquilibré sur le papier. Moi, j'ai toujours, enfin, j'ai dit déjà la semaine dernière que je voyais les Aces assez fortes sur, ces playoffs, WNBA Ouais. et je les voyais en finale, assez, pas facilement, mais je les voyais passer les 2 premiers tours. Mhm. Là, déjà, je prévoyais pas qu'Indiana arrive à se qualifier en demi-finale. Ouais. A'ja Wilson va faire un chantier monumental, on le sait. Ouais. J'espère que Damiris Dantas justement reviendra, du côté du Fever pour, apporter un peu de défense et surtout apporter un peu de relais, sur ce secteur intérieur qui est un petit peu court. Et ensuite, la question, ça va être de savoir si Las Vegas arrive à bien limiter le backcourt, Mm. Kelsey Mitchell, Odyssey Sims, qui sont les joueuses qui, initient quasiment toutes les actions et donc il suffit entre guillemets, hein, bien sûr, c'est simple à dire, pas simple à faire, de les limiter et d'éviter qu'elles puissent driver vers le cercle et faire, ensuite, des décalages pour pouvoir, arriver à contenir l'attaque, du Fever. Mhm. Hem, je ne sais pas quoi pronostiquer. Alors, moi, Je si tu veux, je Vas-y, vais te donner un donne-moi ton petit peu avis. mon avis aussi sur ce que je pense de cette série-là. Tu l'as dit, Jay Wilson va faire encore des chiffres certainement, et surtout, au-delà des chiffres, un impact et un chantier assez phénoménal, je pense, dans cette série-là. Donc, l'équipe du Fever s'y attend aussi, hein. Si nous, on s'y Bien attend dans sûr, notre petit canapé ou notre petit lit, je pense que l'équipe et le staff s'y attendent un petit peu aussi. Moi, ce que je vais attendre du côté d'Indiana, en fait, c'est de voir un petit peu comment l'équipe va réussir à trouver des joueuses pour scorer au-delà de Kelsey Mitchell, on en a parlé tout à l'heure, qui a fait des gros chiffres sur mmh. la première série, et autour d'Alia Boston. Kelsey Mitchell et Boston, ça a marqué des points, mais en fait, autour, on a parlé des absentes, on a parlé de tout ça. Ah ouais, Là, là tu vois, t'as passé le premier cap, bravo, ok. Là, tu passes un deuxième cap, tu as quand même des gros noms, tu as un bel effectif du côté de Las Vegas, tu as une joueuse XXL, mais tu as quand même d'autres noms autour, on en a parlé tout à l'heure, et on pourra en reparler, mais comment ça va être quoi le facteur X du côté d'Indiana? Est-ce qu'il va y avoir une troisième joueuse qui va sortir du chapeau? Moi, je suis très curieux de voir ça. Et en fait, je me dis que si Indiana n'arrive pas à trouver d'autres options offensives que le plan A et le plan B, ou le plan 1 et le plan 2, ou 1 bis, vous prenez ça comme vous voulez, ça va être trop court, très clairement. oui, c'est clair. Voilà. Donc, parce qu'en face, en fait, tu as des armes. Tu vois, Jackie Young, on en a parlé. Tu as quand même Jewel Lloyd qui sort du banc, quoi, donc C'est ce que j'allais te dire. T'as plein de noms, c'est lunaire. t'as beaucoup de joueurs. Et j'ai peur que ce soit un peu court pour Indiana, et qu'en fait, ce qu'on se disait sur le premier tour de les absentes vont peut-être un petit peu. Le plafond va être là. Bon, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont se prendre le plafond, tu vois. Et si le plafond s'appelle Edgy Wilson et qu'elles perdent au meilleur des 5 matchs, bah, ce sera pas déshonorant. Mais j'ai peur. Et en plus, comme tu dis, c'est un 2-6. J'ai peur que ce soit vraiment. Je vais pas dire une boucherie, mais peut-être moins serré que de l'autre côté du tableau, tu vois. Oui, c'est sûr que Indiana est face à l'ogre Las Vegas, un C'est groupe ça. qui connaît le chemin du titre, qui a vécu Ouais. ça, plein de fois Bah, c'est ce que et j'allais te qui dire. En plus, je te donne le chiffre là, dans ton sens. Tu as l'expérience qui joue en plus pour les Aces. Septième demi-finale de suite. consécutive, ouais, c'est dingue. Ouais.
Donc bon, bah voilà, donc déjà tu connais un peu le chemin. Dans les 7 demi-finales, elles n'ont pas eu que des trajectoires faciles. Donc tu sais que si tu perds le premier match ou tu perds à domicile, machin, tu sais que tu peux te relever, que tu connais le chemin pour aller à la victoire, pour aller en finale. Ça fait beaucoup de paramètres, je trouve, défavorables du coup pour le Fever et à l'avantage de Las Vegas. Mais vas-y, je te laisse finir. Non, c'est tout, j'avais fini. Maintenant, Ok, si on part sur un vas-y. score, euh, j'aimerais bien dire 3-1, parce que ça voudrait dire que j'ai 2 matchs à Indiana. Ah. Parce que du coup, toi, tu vas aller voir quoi comme tu vas aller raconte un petit peu aux gens qui nous écoutent comment parce que donc tu avais vu le match 2 du premier tour là Tout à contre fait, le match voilà, c'est ça, contre Atlanta. contre Atlanta et du coup, comment ça se passe? Tu vas pouvoir avoir l'occasion d'aller au moins en voir un du coup? Voilà, parce que si donc étant donné que Las Vegas est mieux classé, les 2 premiers matchs sont à Vegas et Ouais, ensuite les 2 suivants à Indiana et s'il y a un match 5, ça repart sur la côte ouest et donc si Indiana gagne un match, tu en elle auras. s'offre un deuxième match à domicile. Voilà, donc c'est pour ça que moi je donne 3-1 Las Vegas. OK, ouais, donc match 3, match 4, bah, match 3 sûr et potentiellement match 4 pour toi, si d'occasion, Indiana, fait le coup comme elle l'a fait au 1er tour contre Atlanta. Donc du coup, ton pronostic? 3-1 Las 3 Las Vegas. Vegas. Voilà, je vais pas faire d'upset, hein. Heu, heu, j'ai envie d'espérer pour toi que tu aies l'occasion de pouvoir voir encore 2 matchs de play-off d'Indiana cette saison. Ça serait cool pour toi et même pour toi. Pour moi, elles peuvent prendre le match 3 à domicile en étant menées 2-0. À mon avis, le match 3, Ouais, il bah, en va fait, être, en faveur c'est des celui-là qui Flyers. va Bah, c'est celui-là, ouais. je vois pas de scénario où elles vont aller en accrocher un, du côté du Nevada. Bah, allez, je vais te suivre, je vais te suivre. Allez, 3-1 et elles prennent le match 3 à la maison pour, et après elles rendent les armes à domicile, mais elles nous auront surpris encore une fois en allant arracher un match. Voilà, on va te suivre sur le prono. Donc du coup, on est sur une finale, donc Las Vegas d'un côté tous les deux, Minnesota pour toi, Phoenix pour moi. Las Vegas, Minnesota, je l'ai annoncé la semaine Ouais. dernière. Pour moi, Oui, c'est oui, bon après, bah, quasiment acté. OK, bon et bah, on verra si tu as bon. Voilà. D'ici quoi? D'ici 2 semaines à peu près, 10 jours, 2 semaines, ce sera fait tout ça. On va faire rapidement, tiens, si tu veux, on est déjà à 42 minutes, on va essayer de faire, assez court, Très très rapide. rapide. Sur, bah, un petit peu quand même les 1ers résultats qui sont tombés sur les trophées, les récompenses. Il y a deux trois petits éléments, à dire. Je te laisse commencer, Elliot, parce que tu as fait des articles pour le site à chaque fois The Playoff. Vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur le site internet en ligne. Et donc, bah, je te laisse la main sur les premiers trophées là. Ouais, donc les trophées sont annoncés, au compte-gouttes un peu chaque Ouais, jour. Donc lundi, on a eu, Veronica Burton élue Most Improved Player, très logiquement et très largement. Elle fait une magnifique saison, avec les mm, Valkyries. 68 votes, donc c'est quasiment 68 sur 72, quasiment unanime, pour, la joueuse de Golden State qui mérite totalement son titre. Ensuite, Paige Bueckers élue, rookie de l'année à la surprise générale, avec, 70 des 72 votes. Sonia Citron en récupère 2, Sonia Citron des Washington ouais. Mystics, qui fait aussi une belle saison bien sûr, mais Paige est à un Oui, niveau, oui, oui. On le stratosphérique. savait. Elle est, voilà, elle est au-dessus de tout le monde. Ensuite, un deuxième trophée pour, les Valkyries avec la coach de l'année, Nathalie Nakase. On en avait parlé au tout début de Ouais. saison, on en a reparlé la semaine dernière, qui a mené pour la première fois une équipe d'expansion en play-off. Elle récupère 53 des 72 votes et Karl Smesko occupe la deuxième place avec 15 votes. Lui qui a fait le record de victoire pour un coach qui, dans sa première saison, coach rookie, et qui donc s'est fait sortir au premier tour des playoffs. Ensuite, eh bien, je crois qu'ensuite on passe sur les Deepoy, les C'est Deepoy, bien ça. sûr, puisque par le hasard complet des votes,
Elijah Wilson et Alana Smith se partagent le trophée de meilleur défenseur de l'année, 29 voix chacune. Gabby Williams est en 3e position avec seulement, entre guillemets, 9 voix. Moi, déjà, pour moi, elle méritait, Gabby, d'être Deepoy, parce que c'est toujours les intérieurs, etc. Enfin bref. Et donc, voilà, pour la première fois de l'histoire de la W, un trophée est partagé entre 2 joueuses. Et donc, c'est Alana Smith et Elijah Wilson qui se partagent ce trophée. Et ensuite, le dernier trophée, Naz Hillman, élue 6e joueuse de l'année, qui a reçu 42 des 72 votes, la joueuse du Dream, qui a fait une très belle saison et qui a aidé Atlanta à sécuriser le 3e meilleur bilan de la saison régulière. Parfait, tu été très clair. Il nous reste le vote du MVP. On rappelle qu'il y a 5 finalistes en course, Nafisa Collier, AJ Wilson, Alyssa Thomas, Alicia Gray et Kelsey Mitchell. C'est une course à quoi? C'est une course à 3? Ce sera une course à 2 dans les votes, à mon avis. Qui, entre Wilson et Thomas, qui tu enlèves du chapeau, du coup? Thomas, parce que en fait, elle mériterait carrément, mais sauf que les votants ne l'ont pas fait sur les années précédentes. Donc, je vois pas pourquoi ils le feraient sur cette saison où, à mon avis, les votes vont vraiment se partager entre Nafisa Collier et Elijah Wilson. Ok. Juste rapidement, le co-defensive player, qu'est-ce qu'on en pense, honnêtement? C'est un peu ridicule, non? Ouais, si c'est vraiment le hasard des votes, ça va. Si c'est pas le hasard, c'est un petit peu problématique. Et ça voudrait dire que la Ligue essaye de donner un trophée à Elijah Wilson qui n'aurait pas le trophée de MVP. C'est ça, la théorie du... Voilà, on peut rentrer dans les spéculations, etc. Mais bon. Oui, bon, après, ça reste qu'un trophée, on va pas en faire un scandale, mais bon, c'est vrai que moi, quand j'ai vu passer le côté co-trophée, je trouve ça un peu ridicule, surtout sur un truc individuel comme ça. Bon, après, hein, c'est pas très important finalement, mais bon, bref, c'était juste pour le petit élément. On est d'accord pour le trophée MVP, on part sur Nafisa Collier malgré le retour Tony Truant et J. Wilson. Moi, j'avais donné Elijah Wilson dans mes votes. Pourquoi maintenant que monsieur est aux États-Unis, il a des votes officiels? Non, c'est ça. Non, bien sûr. Non, dans les votes que je me suis Oui. fait, entre guillemets, moi, avant l'annonce des Ah trophées. oui, donc toi t'es. Ok, AJ Wilson. Bon, après, il y a rien de choquant, mais bon. Non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, Oui, chacun a ses arguments et voilà. J'ai juste, Elijah Wilson a dominé à la fin de saison et Nafisa Collier a été un peu blessée. Nafisa Collier a fait un début de saison exceptionnel. ouais. Ça peut aller dans les 2 Oui, sens, oui, oui, après, voilà. bon, on n'est pas votant et on n'a pas la vérité de toute façon. Donc, je Voilà, suis pas sûr que exactement. eux non plus aient la vérité finalement, mais en tout cas, c'est eux qui ont le pouvoir de pouvoir élire la MVP et tous les autres trophées que tu as cités précédemment, Elliot. Bon, bah voilà, on a fait un bon tour. Si on peut peut-être juste donner pour finir comme les horaires. Ça commence donc dimanche, donc bah, ça commence aujourd'hui, hein, parce que là, quand vous nous écouterez, on sera dimanche, très certainement, ou peut-être que vous nous écouterez en début de semaine, mais en tout cas, les playoffs démarrent ce dimanche. Tu parlais il y a un match à 23h et il y en a un autre un petit peu avant, non? Ouais, ça fait 21h et 23h. C'est le Las Vegas Indiana qui est à 21h et le Phoenix Minnesota à Ok, 23h. Et ensuite, ça repart sur des horaires un petit peu moins friendly pour ouais. l'Europe. Et donc, les séries auront le match 2 dans la nuit de mardi à mercredi. Et ensuite, avec le changement de ville, Ouais. le match 3 dans la nuit de vendredi à samedi Ok. Et prochain. t'as pas potentiellement des matchs 4 à des horaires intéressants? J'ai cru voir passer ça, non? Si, tout à fait. Si match 4 il y a entre Las Vegas et Indiana, il sera à 15h ici, donc 21h. 21h Bon, en Europe. on verra si ce sera le cas. Mais en tout cas, vous avez l'occasion de pouvoir voir les deux premiers matchs de chaque série, donc ce dimanche, à des heures plutôt respectables, pour des demi-finales de playoff. Bon, Elliot, on a fait un bon tour, on est pas mal, 50 minutes Ouais, sur cet épisode, c'est plutôt bon. Bah, je te remercie pour tout.
Merci à toi, Chris, et j'espère que je pourrai débriefer de 2 matchs sur le prochain Ah podcast. bah oui, oui, on espère. Et évidemment, allez suivre Elliot sur les réseaux de The Playoff et tes réseaux, même Instagram et compagnie, où tu fais partager un petit peu tout ça, tes vidéos, tes conversations, interviews en tout cas avec coach et joueuse. Et tous les matchs, bah, Tout à tu, fait, tu as pu mettre des extraits de ce match 2 à Indianapolis et de la ferveur qu'il y avait dans la salle. Alors, je n'ose clairement. pas dire le nom de la salle, donc si tu le connais, vas-y, mais Gainbridge voilà, c'est ça. Fieldhouse. Bon, ça, C'est un peu c'est compliqué. l'Américain qui parle, il a l'accent. Bon, bah, C'est profite ça. bien de tes playoffs, profite bien là-bas. Profitez vous aussi de ces playoffs WNBA. La NBA, ça revient dans un mois tout pile aussi. L'équipe Mmh. N1 masculine est en pleine préparation de brainstorming avec des choses incroyables qui vont venir. Bon, incroyable, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui vont venir, vous inquiétez pas. Mais on vous lâche pas avec cette actu autour de la WNBA. En tout cas, bonne semaine à vous, bah, bon week-end déjà, bonne fin de week-end, bonne semaine à vous, et on se retrouve donc pour la suite de ces playoffs WNBA. Merci Elliot, et à plus tard. Ciao. Ciao, bye bye.